Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode de l'Usine Podcast, on approche le sujet de l'haltérophilie avec Coach Marc, Coach Mike. On va vous expliquer un petit peu c'est quoi notre philosophie ici, comment on en fait, c'est pour qui, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est pas dangereux, puis c'est quoi prioriser aussi dans l'haltérophilie. Puis on vous raconte même un peu nos petites anecdotes personnelles sur qu'est-ce qui nous est arrivé en haltérophilie. Donc, bonne écoute. Hey, salut les gars, bon après-midi. Comment ça va aujourd'hui? Ben, comme un lendemain de victoire pour vous. Ben oui, hey, des vrais champions. Des champions de golf, là. On n'en voit pas souvent, hein? Tabac. C'est ça. Donc, je pense que hier, on l'a pas fait, mais on va vraiment se partir comment dire, Un mic top. Non, ça va être ouais, peut-être un mic top, mais je pense qu'on va laisser partir un compte là, Instagram, TikTok de l'équipe de golf. Vous devriez. Puis, ce serait malade. Parce qu'on a quand même un bon rituel où est-ce que, tu sais, le matin, on déjeune ensemble. Là, hier, c'était le unboxing, le unveiling, en fait, de notre kit. Comment tu appelles ça, un haul? Un haul. Les plus jeunes appellent ça un haul. Donc là, on révèle notre kit le matin. Fait que c'est vraiment procédural. Puis après ça, là, il y avait notre entrée triomphante. Et hier, en plus, on avait droit à un stationnement des champions. Ouais. Puis tout le monde nous disait, en arrivant, c'est vous autres qui avez gagné l'année passée, hein? Hey, c'est-tu vous autres qui avez gagné l'année passée? Je pense qu'on vous avez fait demander par tous les bénévoles. C'est vous autres qui avez gagné l'année passée. Oui, c'est nous autres. Puis bref, quand on s'est fait annoncer qu'on avait gagné, on était un peu mal à l'aise, mais en même temps, on a genre fait, non, on a gagné. On s'est pas fait huer. On s'est pas fait huer, là. Ben non. Je pense que c'est Lise qui nous a pris de travers avec un speech, messieurs, puis on a tout comme fait. Ouais, ok, attends, là. Moi, Étienne j'avais parle. préparé. T'es le corporate de la gang, vas-y. Mais l'année passée aussi, il m'avait demandé, puis Ah ouais? j'avais mieux fait. Là. Un matin, j'ai repensé à ça, puis j'ai comme, ouais, pas fort. Mais je prends la tribune que j'ai présentement pour remercier tous les bénévoles et les organisateurs du tournoi de golf de la Fondation Constance Langlois. En fait, qui vient en aide dans la Maison Fantastique à Magog, qui est un centre de jour pour les adultes atteints de déficience intellectuelle et de spectre de l'autisme. Ouais, Voilà. donc, c'était vraiment bien organisé. Encore chapeau. Et tant c'était mieux. une belle journée. C'était la seule journée qui a fait de soleil, en fait, mais on était bien chanceux d'en profiter. Donc, voilà. Puis toi, Mike, qu'est-ce que ça fait de bon hier? Ouais, ben, écoute, j'ai travaillé, puis je me suis entraîné. Une journée bien cool. Puis le soir, on est allé justement à un fundraiser, mais pour une fondation aussi, sur le lac à Magog. Je connais pas le nom de ce lac, là, mais Le lac Memphrey, Magog. c'est ça. Voilà, C'est le Grand Cru. Le Grand Cru. Un petit tour de bateau. C'est une petite chaloupe pareil, hein? C'est quand même serré. Là. C'est une petite chaloupe. Là. C'est le Grand Cru, là, quand même. C'est pas... Ah ouais. En arrivant là-bas, je me présente. Il fallait donner notre nom. C'est Mike, le capitaine. Et elle cherche le capitaine. Elle pensait que c'était mon nom de famille. Merde. C'était drôle. Par la soirée, pas mal. T'imagines, tu sais, comme la secrétaire. Mike Ah le oui, capitaine. en avant. Ouais, je me sentais. Mike le capitaine. Mike, le capitaine. Il aurait fallu que tu aies un petit chapeau et tu le sortes en le disant. Juste voir ce qu'elle fait. Comme des joyeux naufragés, hein? T'écoutais ça, les joyeux naufragés? Non, mais je sais ce que c'est. Ah ouais? OK. Toi? Non. Gilligan? Oui, ok. Ouais. C'est nous, les joyeux naufragés, Je c'est ça. l'écoute en anglais, c'est pour ça. Gilligan Island. Gilligan Island, ouais, c'est ça. Exact. Bon, hey, aujourd'hui, ce qu'on voulait parler, en fait, puis le sujet de la conversation, c'est un petit peu, on passe du coq à l'âne, mais c'est l'haltérophilie, en fait. Hein, comment est-ce que, ici, on utilise l'haltérophilie? On ne devient pas nécessairement des haltérophiles. Certains vont peut-être changer de discipline pour le devenir. Mais en fait, on veut essayer de démystifier aussi que c'est quoi, en fait, l'haltérophilie? Comment on l'utilise? Puis pourquoi on l'utilise aussi? Puis à qui ça peut servir, en fait? Puis qui peut en faire? Puis c'est pas mal ça, en fait, le plan Plan de match. le plan de match un petit peu. Donc, on commence ça d'emblée. Je vous pose une première question un peu plus personnelle. Vous autres, l'haltérophilie, vous avez découvert ça quand, mettons, dans votre vie?
2017, 2016. Découvert en essayant un cours de CrossFit. En fait, je l'ai testé pour la première fois en 2017 en essayant un cours de CrossFit, mais je connaissais ça avant à cause des Olympiques, puis parce que les gars de hockey, on en faisait. Mettons, on a commencé à tort, nous autres, si je prends ma génération à moi, qui est pas mal toute notre génération, on a commencé à tort sur le développement externe du sport, mettons, dans la gymnase. Fait que j'ai découvert ça un petit peu plus tard dans le développement de mon sport, mettons le hockey, le soccer que j'ai pratiqué. Mais sinon, on savait c'était quoi à cause des Olympiques. Mais comme j'avais jamais touché à ça avant, mettons, 2016-2017, je comprenais pas l'intention en arrière de ça sans me dire « Hey, je vais aller aux Olympiques en haltérophilie. » Ouais. Fait que ça a comme été un peu sur le tard. Tu le connaissais, tu savais c'était quoi, mais ça Exact. jamais fait avant. J'étais pas capable de dire à quoi ça sert autre que c'est un sport olympique. À ma vision à moi dans ces années-là. Toi, Mike? Ouais, c'était à l'université avec le programme de natation. On faisait surtout du squat et des deadlifts. Fait que j'apprenais à faire ça. C'était pas spécialement bien enseigné. C'était vite fait. Mais on appelait ça le cours de manutention du dos. Manutention du dos, OK. Comment bien placer son dos lorsqu'on on était dans le gym. Pour n'importe quelle chose qu'on pouvait toucher. Puis différentes disciplines l'utilisaient, comme la natation par exemple. Mais beaucoup de joueurs de handball et de basketball qui faisaient. Mais vous faisiez justement un squat, deadlift, mais pas nécessairement du clean ou du snatch. Là. J'avais jamais vu ça avant de commencer le CrossFit quand j'ai immigré au Québec. Après ça, j'ai commencé à voir, OK, comment est-ce qu'on amène la barre sur les épaules quand on n'a pas de squat rack? Bon, ben, ça s'appelle un clean. Je savais pas que c'était un mouvement. Ça s'appelle ne te brise pas le dos la première fois. Ouais. Exact. Mais je trouve ça drôle que le cours, ça soit manutention du dos. C'est à fond, tu prends le dos de quelqu'un puis tu le déplaces, manutention. C'était un bel apprentissage. Je dis, mais comment est-ce qu'on se place? Il me semble qu'il faudrait garder ça bien droit. Ouais. Mais OK. Mais moi, ça a fait quand j'ai commencé à faire du CrossFit, c'est là, parce que jamais je m'entraînais à faire du hockey, mais jamais on. En tout cas, nous, ils avaient pas j'avais pas fait ça encore dans mes entraînements hors glace d'été de hang power clean, whatever. Je n'avais jamais fait ça avant de commencer à faire les cours d'haltéro. En fait, les cours de CrossFit, ça c'est en 2009. Imagine, Marc. Alors, ça fait longtemps. J'étais encore au secondaire. Je finissais. À jeune. C'est pas super. C'est pas super. Mike était déjà en train de passer à sa retraite. Imagine. Mais ouais, ça a été vraiment ça aussi. Là, à l'université, on ne faisait pas. Oui, on avait des trucs d'entraînement, mais l'haltérophilie, c'était comme oh non, ça c'est. Un sport. C'est un petit peu plus dangereux. C'est comme plus technique. On ne veut pas nécessairement aller là. Moins évident enseigner avec des groupes de 30 élèves. Là, je comprends aussi que c'est pas évident, mais pour l'avoir fait, nous, avec la gang d'université, ça touché à un certain point, ça a été bien fait aussi, ça a été bien apporté. Puis c'est quelque chose de faisable. Fait que, exact. J'espère que les universités vont nous écouter et qu'ils vont commencer à mettre ça dans leur programme de kin et d'éduc. Puis je pense aussi ça a bien été avec l'université parce que c'est le développement que vous avez fait à l'extérieur avant d'arriver là aussi. Là. Ouais. Je veux dire, on est habitué, on en fait 16 en même temps ici dans les cours à l'usine. Fait que comme le développement de comment gérer ta classe, comment bien diviser ton monde, comment être capable d'analyser tout le monde à travers leurs mouvements avec plusieurs personnes, puis des interférences comme autant visuelles parce que quelqu'un passe dans ton champ de vision ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ça qui vous a aidé à être capable de le faire à 30, puis à ça, on est confortable à le faire parce que de base, vous êtes confortable avec le mouvement aussi. Oui, c'est ça. On sait regarder. Exact. Puis, fait que, tu sais, dans le fond, l'haltérophilie, c'est pas vraiment compliqué, hein, c'est d'amener, l'haltérophilie, le sport, on va appeler ça la définition sportive. L'objectif est simple, c'est d'amener la barre du sol jusqu'au-dessus de notre tête. Pour certains mouvements, oui. En fait, c'est ça, pour les deux mouvements de compétition. L'épaulé jeté et l'arraché. Ou le clean and jerk et le snatch. Tout dépendamment de comment on le dit. Comment on va le dire, exact. Donc, à partir de là, pour être capable de faire ces mouvements-là, ça prend-tu beaucoup d'expérience? Qu'est-ce que ça prend pour réussir, en fait, ces mouvements-là, selon vous? Beaucoup de pratique, quand même. Tu sais, l'utilisation du PVC avec beaucoup de progression dans le mouvement. Fait qu'il faut pas en avoir peur, mais c'est bien quand même d'apprendre à maîtriser le PVC. Ouais. Beaucoup de monde vont dire, OK, mais moi, je le sens pas, le mouvement avec le PVC.
et ils veulent prendre tout de suite une charge. Mais c'est parce qu'il faut distinguer qu'il y a le système musculaire, le système nerveux, puis que c'est mieux d'apprendre à contrôler son système nerveux au début, comment la barre doit se déplacer pour augmenter progressivement la charge. Fait que, il y a des périodes d'apprentissage. Hier, je me suis entraîné, il y avait un jeune homme qui était en open gym avec moi, et puis à un moment donné, on parlait de ces mouvements-là, justement, et je disais, mais tu sais, c'est mieux quand même de maîtriser tes mouvements de poids de corps, de la gymnastique, ou tu sais, un air squat avant d'aller mettre une barre sur ton dos ou devant toi. Et donc d'apprendre les différentes progressions, donc d'associer la gymnastique ou les gains de la gymnastique pour aller vers le weightlifting et pas l'inverse. Ouais. Mais c'est très bénéfique. À la base, moi, je pense que c'est le côté socio-temporel. Là. Si tu sais pas t'es où dans l'espace, ton corps... Spatio-temporel. Socio-temporel. Socio-temporel, c'est plus l'aspect social. Socio-temporel. Ouais, ça part de là. À la base, si tu sais pas ton corps est où dans l'espace, fais pas de weightlifting. Rajoute pas une charge externe parce que t'es même pas capable de savoir il est où ton bras ou il est où ton pied par rapport au reste de ton corps. Mais c'est là que ça va devenir dangereux. Fait qu'à base, ça revient à ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi la gymnastique est importante avant le weightlifting, c'est que ça t'apprend à comprendre ton corps, comment il se déplace dans l'espace, comment tu peux transférer un principe d'énergie pour gagner en puissance vers un mouvement. Mais comme tout ça, tu vas le prendre, tu vas pouvoir le mettre l'appliquer en haltérophilie. Fait que moi, je pense que c'est surtout ça la grande base. C'est de un, t'es-tu capable de te déplacer dans l'espace, de comprendre t'es où dans l'espace. T'es-tu capable de soutenir ton propre poids du corps avant de rajouter une charge externe? Puis après ça, ben là, c'est là le développement, comme Mike dit, c'est des reps par-dessus des reps par-dessus des reps pour apprendre bien le mouvement. Mais c'est tranquillement, pas vite. Puis moi, je suis le premier à être coupable de dire je comprends pas avec un PVC, mais moi de la charge, il faut que je comprenne moi, tu sais, le poids qui se déplace. C'est pas la bonne manière d'apprendre. Mais est-ce que c'est la pire manière d'apprendre? Non, c'est contrôler. Moi, tu sais, je vais dire, j'ai mieux appris en ayant une barre de 15 livres dans mes mains que j'étais capable de déplacer parce que j'avais déjà une force physique pour dire que je pouvais bouger n'importe comment sans me faire mal, qu'avec absolument rien. Le PVC, honnêtement, encore aujourd'hui, je suis capable de faire le mouvement parce que j'ai beaucoup d'expérience, mais tu me dirais, corrige ton mouvement juste avec un PVC. Je suis pas capable, j'ai pas de poids, j'ai rien, je suis genre... je m'en vais où? C'est comme le déplacement, il se fait comment? On dirait je suis pas capable de comprendre le poids ici dessus ou quoi que ce soit. C'est comme dans le vide, c'est comme demande-moi de jouer de l'air guitar, je vais zigonner ici, tu vas me dire ouais, mais la base est en bas, le trou est en bas pour gosser. Je vais faire ça ressemble un peu à ça, comme je suis perdu. Non, Marc, toi, t'es de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Mais... Je savais qu'il y avait du mariachi en toi. C'est la moustache, c'est pour ça. C'est plus ça qui va... que moi, je trouve difficile avec un PVC pour... Je suis capable de l'enseigner, je suis capable de faire une démo, oui, mais si tu me demandes, mettons, je vais te dire, Mike, corrige-moi sur mon haltéro de A à Z, je vais partir à base. Je suis pas capable parce que j'ai pas un sentiment de poids. Puis je veux pas mettre lourd, comme je te dis, donne-moi 10 livres à la place, il y a des barres de 10 livres, ça fera un job, 5 livres, ça fera un job, mais il faut que je sente qu'il y a quelque chose que je déplace, et non juste de l'air. Fait que savoir gérer son corps dans l'espace avant d'embarquer ça dedans. C'est la suite logique de la pyramide. Tu sais, c'est pour ça qu'on est rendu un peu à parler de ça aussi. Tu sais, fait que, on le rappelle, mais c'est le premier dans notre pyramide de l'entraînement, nutrition, entraînement cardio, après ça, gymnastique, après ça, haltérophilie. Oui, exact. Exactement. C'est quoi un peu la perception des gens par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez entendu? Les gens viennent nous voir, on fait un peu d'haltérophilie, des trucs comme ça. Qu'est-ce que les gens ils pensent, selon vous, de l'haltéro? Ceux qui ne connaissent pas, ils ont peur de se blesser. Puis, ils croient qu'il faut absolument soulever des charges les plus lourdes possibles pour avoir des résultats. Fait que, ils freinent un peu. Mais c'est pas la plupart des gens. Une fois qu'on les éduque un peu sur les gains que ça peut apporter, en fait, c'est... Le weightlifting, le plus gros gain, c'est la stabilité de ta colonne vertébrale. C'est ça que ça fait. Mais il faut éduquer le monde. Comme nous, on a dû être éduqués au tout début. On disait, OK, weightlifting. Puis quand on commence à remarquer que ça t'apporte des bonnes choses sur ton fitness en général, que c'est quand même une belle chose à utiliser. Ouais. Puis les mouvements de base de l'haltérophilie, mettons. C'est quoi les mouvements de base de l'haltérophilie? Tu as le squat, le deadlift. Le squat, deadlift. J'associe plus ça au power... je vais dire powerlifting, mais oui, ça reste la base, mais
sais, je le classerais peut-être pas dans weightlifting. Mettons, moi, tu me dis weightlifting, j'ai clean and jerk snatch. Ouais. Après, pour l'amener ça, c'est tes mouvements de Powerlifting. base, comme tu dis. Puis en anglais, parce que powerlifting, excusez, c'est un sport, c'est compound movement en anglais qu'on dit. Que là, tu rentres, squat, deadlift, strict press, Ouais. à la limite bench press aussi, là, rentre dans les compound movements. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas rentrer pour faire du clean and jerk? Pas nécessairement. Mais, tu sais, c'est la base, c'est ça. C'est maîtrise tes compound movements pour être capable de transmettre Transférer tes ensemble. acquis après ça, parce que c'est le même. Ça revient au même. Excusez. Au même principe de la gymnastique, qu'est-ce qu'on a expliqué? Si t'es capable de faire le mouvement en strict, on va pas faire keeping, tu vas te blesser. Mais si t'es capable de faire un back squat ou un front squat sous contrôle avec une certaine charge, ou faire un strict press, encore là en contrôle avec une certaine charge, viens pas faire un clean and jerk, ou est-ce que là tu as un déplacement dynamique, que là ton risque de blessure pour. Tantôt tu parlais de maîtrise du dos que tu faisais en Europe dans le temps, mais c'est un peu ça. La première chose qui va lâcher, c'est ton dos. Là, parce que tu n'as pas de contrôle sur ta colonne vertébrale, tu n'as pas de contrôle sur ton corps. Fait que c'est ça qui part, là, bing. Et c'est là que tout le monde a peur de se faire mal. Parce qu'on associe weightlifting aux Olympiques. C'est de même qu'on l'a tout vu la première fois. Ouais, aux Olympiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des 1RM. Ouais. Ils veulent lever le plus haut possible pour gagner la compétition. Puis c'est parfait. Mais ça, c'est le sport. C'est comme quand on a eu la discussion, c'est quoi? Tu sais, CrossFit, c'est quoi? Mais t'as l'aspect sportif, puis t'as l'aspect entraînement par rapport à ça. Fait que l'haltéro, c'est le même principe. T'as l'aspect sportif qui est les Olympiques. D'ailleurs, on a eu la semaine passée, ou 2 fins de semaine, qui est championnat canadien. Maud Charon, elle a encore gagné chez les filles, puis on a un de nos anciens membres qui était là du côté des gars. Jacob, qui a fait une performance hors pair, sachant que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est revenu de... Ça fait 1 an, je pense qu'il est revenu de son opération au genou. Ouais. Il a snatché 301 livres, si je me trompe pas. Jacob? Ouais. 300. Ouais, de quoi? C'est ça que Marie, elle me disait. Fait que, tu sais, mais avant de se rendre là, tu sais, il a buildé up quelque chose. Puis nous autres, tu sais, on voit ça, mais on comprend c'est quoi en arrière. Mais le monde, eux, ils vont juste se dire, mais c'est un malade. 300 livres en haut de la tête et tout ça, tu sais, ils vont avoir peur. Mais c'est de là que, comme on dit, tes compound movements, si tu les maîtrises pas, puis t'as pas une belle technique par rapport à ça, passe pas du dynamique. C'est là que ton risque de blessure il vient exponentiel. Fait que là, on rappelle que c'est les... Parce que, mettons, Jacob, il fait l'arraché, il fait 300 livres, mais on s'entend qu'il fait... Puis tous les haltérophiles aussi, là, ils font du squat. Ils font pas nécessairement beaucoup de deadlift, mais ils vont faire beaucoup de squat. Ils vont faire du deadlift. Un peu de deadlift, mais... Du deadlift comme spécifique. Spécifique, ouais, du snatch deadlift, du clean deadlift. Exact, en plein ça. Mais sinon, c'est comme ça qu'on développe la force. Je veux pas, si tu es capable de... Si tu veux passer en dessous de la base, c'est de la technique, mais si tu veux être capable de remonter la base, c'est la force en tant que telle. Fait que si tu veux te développer, tu veux être capable de faire ces mouvements-là plus lourds, mais tu n'as pas le choix d'entraîner pour que ça soit... être capable de lever des charges qui sont plus lourdes aussi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que le... tu sais, combien de temps on peut dire aux gens que ça prend pour maîtriser ces mouvements-là, le clean and jerk puis le snatch? Ça dépend dans quel contexte. Je dirais que ça va relativement vite quand c'est dans le contexte du CrossFit mouvement fonctionnel, parce qu'on respecte des étapes qui font qu'on peut faire beaucoup de répétitions à un poids qui n'est pas spécialement le plus lourd. Mais si tu veux vraiment maîtriser le mouvement comme un weightlifter, ça peut prendre un lifetime. Tu vois, les Chinois, c'est depuis qu'ils sont tout petits qui font ça, et puis c'est d'une virtuosité incroyable. Mais c'est parce que c'est leur sport. Si on l'inclut... En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste les skills de ce sport-là pour les inclure dans notre méthode d'entraînement. Fait que les gens ne doivent pas en avoir peur. Ça prend petit à petit. Il y a certaines personnes qui ont besoin de plusieurs étapes de progression pour vraiment comprendre. Tu sais, comme Marc disait il y a 2 secondes, qu'il aurait du mal à revenir avec un PVC, qu'il n'y arriverait pas. Moi, je suis sûr que tu y arriverais, en fait, mais il faudrait faire un gros breakdown pour vraiment comme reconstruire. Puis, est-ce que c'est ça la solution pour Marc? Ben, clairement pas, parce que il compétitionne à des hauts niveaux quand même. Tu étais en RXA à Wodapalooza. Mais c'est sûr que si tu voulais devenir un élite et que c'était ta carrière, ben, il faudrait breakdown. Ce serait ça, là, tu sais. Ce serait ça le truc. Donc, c'est plus ou moins vite pour le monde, je dirais. Ça dépend de l'objectif des gens, en fait. Oui, exact. Ça dépend. Ça dépend combien de temps ils veulent mettre là-dessus. Ça dépend pourquoi ils rentrent dans le gym. Je veux dire, il y en a qui viennent, puis pour eux, l'haltéro, c'est pas un must à faire, puis ils vont rester au plus bas poids, puis ils veulent juste bien faire le mouvement. Ils disent, tu sais, je vais apprendre à bien faire le mouvement, mais je veux pas charger.
Ben, pas de trouble, on va travailler en fonction du stimuli. Il y en a pour qui ils veulent pas toucher à bord, fait qu'on leur fait travailler juste avec des dumbbells. Fait que c'est vraiment plus la beauté de la méthodologie d'entraînement, comme Mike vient de dire, on pick and choose dans tous les sports ou les principes d'entraînement pour en faire une méthodologie qui rassemble tout ensemble, mais nous autres, on est capable de tout adapter pour tout le monde, puis de juste bien apprendre à tout le monde. On n'est pas des experts, là, je veux dire, encore moins. Je suis pas un expert en haltéro, je suis pas un expert en gymnastique, je suis pas un expert en force brute, powerlifting, mettons, mais je suis capable de tout comprendre les mouvements, de bien l'enseigner, puis de bien le bouger. Oui, j'ai des failles dans mes mouvements, tout ça, mais c'est là avec la beauté que nous autres, on rentre en ligne de compte à dire, mais regarde, je suis là pour t'aider à améliorer ce que tu veux améliorer. C'est pour toi, c'est juste de bouger et d'avoir une autre intensité, mais parfait, on va juste s'assurer que le poids que tu mets sur ta barre respecte ce principe-là, puis que tu bouges intelligemment. C'est de mettre plus lourd parce que tu veux compétitionner, des choses comme ça, mais on va travailler en fonction de ça. Ouais. L'haltéro, je dis tout le temps, c'est comme le golf. C'est un éternel combat vers la perfection. Oui. Parce que si tu fais la même chose tu regardes les golfeurs professionnels, tu as toujours un micro-détail qui va te faire gagner le 2% de plus. Puis finalement, tu vas faire 2 pas en avant, tu vas revenir en arrière, tu vas ramasser de 3. Moi, je dis tout le temps, dépendamment de ton intérêt, puis 2, si tu aimes ça, ça se peut que tu deviennes accro, puis que tu te diriges vers ça aussi. Puis tu vas voir que des détails, on peut en trouver tout le temps. Ouais. Il va tout le temps avoir de quoi sur chacun des lifts, sur n'importe quoi. C'est pour ça que quand tu vas jouer au golf, tu tapes pas toujours la balle en plein dans le milieu de l'allée. Des fois, tu vas l'accrocher. Des fois, tu vas... on sait quoi qu'on parle. Nous autres, les golfeurs B, C, D, E... Les golfeurs du dimanche. Les golfeurs du dimanche, c'est ça. Mais c'est la même chose à l'haltérophilie aussi. Si tu lèves la barre une fois, tu attends 2 minutes, tu la relèves, tu n'auras pas fait le même mouvement. Non, exact. Il va toujours avoir un petit détail différent, puis tu vas faire comme ah ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Fait que c'est sûr qu'en termes de temps, d'investissement de temps, ça dépend de ton objectif. Puis si tu aimes ça, on va pouvoir te donner du feedback. Puis si jamais c'est quand même, moi j'ai un peu moins d'intérêt, l'important c'est juste de comprendre le mouvement puis de faire sans se blesser. En fait. Exact. Puis pourquoi que tu sais, comme tu disais, Marc, on fait des pick and choose un peu dans le CrossFit. Pourquoi le CrossFit a décidé de prendre l'haltérophilie puis de mettre ça dans leur entraînement ou l'entraînement fonctionnel a décidé de prendre ça puis de dire nous autres on met ça dans nos trainings. On essaie de développer les 10 capacités physiques de l'humain. Puis là, clairement, ce sont des mouvements qui vont cibler la vitesse et la puissance, qui demandent à la fois l'entraînement et à la fois de la pratique. La coordination aussi, je rajouterais surtout. Oui, exactement. En fait, il faut pratiquer, mais il faut aussi être conditionné. Il faut être capable de soulever la charge, mais il faut être capable d'avoir compris le pathway, donc le chemin de la barre. Il faut joindre les deux. C'est comme le weightlifting, c'est un peu comme les mouvements plus complexes de gymnastique, comme la montée en force ou bien la marche sur les mains. C'est important de travailler un petit peu la technique en fonction de l'intensité en fonction de la technique, pour avoir des gains énormes sur les 10 capacités physiques. Là. C'est sûr que la vitesse et la puissance, on le voit réellement dans le weightlifting. Ouais. D'ailleurs, on parlait de ça il y a, au début de la conversation, là, les sports qui utilisent le weightlifting. On remarque que les athlètes, maintenant, qui font du weightlifting, des joueurs de hockey en font de plus en plus. C'est pour leur départ, c'est pour leur développement de puissance. Et beaucoup d'athlètes, maintenant, le font. Il y a des choses qui ont été évoluées encore. On connaît dans le monde de l'entraînement Louis Simmons de Westside. C'est l'entraînement avec les élastiques, avec les chaînes. Tout ça, ça se développe là-dedans. Là. Ouais. Puis, toi, Marc, pourquoi tu penses qu'on met l'haltéro là-dedans? Ça revient à ce que Mike a dit. C'est toutes les composantes qu'on va aller chercher pour développer le corps humain au bout de la ligne. C'est quoi la méthodologie CrossFit, c'est quoi? C'est d'être une meilleure personne dans l'environnement que t'es, puis d'être capable de, je vais dire, survivre à toute impasse qui pourrait se présenter vers toi. Mais ta force, ta puissance, ta vitesse, ton agilité, ta coordination, ton balance, tout ça, mais tu viens le chercher avec l'haltéro. Fait que c'est toutes des choses que... Est-ce que l'haltérophilie comme telle va se reproduire dans mon quotidien? Oui et non. Je veux dire, cet hiver, j'ai aidé Simon à aller à aller abattre des arbres pour son terrain, sa maison, mais après ça, on a coupé en bio de bois l'arbre, mais fallait que je le montre, le bio de bois, là, après ça, qu'on allait le reporter. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un clean. On cleanait le bio de bois sur l'épaule, puis on partait avec. Fait que, au bout de la ligne, est-ce que
C'était la même technique qu'avec une barre, 0. Mais ça m'a permis de transmettre ce que j'ai appris grâce à l'haltéro là-dedans dans mon quotidien. Fait que, c'est toutes des choses comme ça qu'au bout de la ligne, c'est la raison du pourquoi entraînement fonctionnel, CrossFit ont été chercher ça. C'est faire face à n'importe quel défi dans ton quotidien que ton corps va avoir besoin. Tu es capable de transmettre une des 10 notions que Mike a parlé tantôt pour t'aider à survivre, entre parenthèses, à progresser dans ton quotidien sans te blesser, sans être pris devant un défi pour pas être capable. Ça va arriver, je veux dire. On a tous fait face à des défis dans notre quotidien avec le corps qu'on a fait. Je suis pas hâte de faire ça, j'ai une limitation. Il y en a pour qui ça s'arrête là, puis probablement que nous autres, les trois autour de la table, la première chose qu'on a fait, c'est pourquoi je suis pas hâte de le faire. Tu comprends, puis après ça, est-ce que tu l'as directement réappliqué dans ton entraînement? Non, mais tu as travaillé en fonction de dire, hey, c'est vrai, j'ai pas l'air de faire ça, ça va peut-être m'aider à avancer. Ben, en fait, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est aussi simple que juste ramasser des choses par terre. C'est comme la manutention. C'est un peu l'haltérophilie, en fait. C'est ça. Tu prends des boîtes à terre, tu vas déménager ton ami le 1er juillet, puis tu ne veux pas te faire mal, ben si tu as fait de l'haltéro avant, il y a beaucoup moins de risques que tu te blesses. Ouais. Ça peut toujours arriver, là, parce que c'est sûr que quand on fait de l'haltérophilie, on se penche pas et on ne tourne pas souvent en même temps. Là, si tu fais ça, là, par exemple, tu te blesses, mais peu importe. Rendu là, c'est vraiment de voir que moi, tu sais, comme puis un peu ça qu'on disait à l'université aussi, c'est, tu ramasses des trucs à terre ou tu montes des trucs dans tes armoires, tu ranges des affaires en haut, en hauteur, se faire des presses. C'est un peu ça l'haltérophilie aussi. Ben oui. Fait que moi, oui, c'est le mouvement qui est plus complexe, mais c'est le mouvement qui demande de justement tout mettre les composantes de l'activité physique ensemble. Puis après ça, ben, c'est un peu ça qui est le plus complet, si on veut. Oui. Mais pour quelqu'un qui aime ça et qui a un intérêt pour le faire, c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt pour faire ça. Mais non, c'est sûr. C'est quoi les alternatives pour développer les mêmes, si on veut, les affaires, les mêmes composants d'activité physique, mais sans nécessairement utiliser des barres ici? Comment qu'on fait ça ici, à l'usine, mettons? Tu peux utiliser les dumbbells, les medicine balls, kettlebell, les boîtes. Les sacs de sable. Au bout de la ligne, c'est un mouvement de vitesse et d'explosion, right? Fait que la base, tu sais, je vais le ramener à la base, saute. Fais juste sauter. Tu as une extension de genou de la hanche. C'est la base qu'on va apprendre avec l'haltéro, right? Moi, je me trompe. C'est quoi? C'est quand tu as ta barre, tu veux venir finir ton extension complète. Fait que tu veux venir avoir l'impression de sauter le plus haut possible. Fait que c'est quoi? Les hanches, les genoux doivent être des plus hauts complets. Fait que tu sais, à la base, moi, ça serait ça. Tu veux travailler la même composante, tu fais des sauts en hauteur, des box jump, des sauts en longueur. Ça peut aller chercher ça. Puis après ça, mais là, c'est là que tu rentres les différentes compos. Poids inverse, comme on vient de dire, kettlebell swing, extension de la hanche, un mouvement explosif. La gymnastique, poids de corps, même chose, qu'on parlait tantôt, un pull-up. Tu as parlé de monter en force tantôt. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est un bar muscle-up ou un ring muscle-up. Mais tu sais, ça, je veux dire, c'est de l'explosivité de la hanche, c'est une extension complète de la hanche pour pouvoir te permettre de transfert d'énergie vers l'eau pour t'aider à monter. Fait que c'est tout des. On est capable de tout adapter ça d'une autre manière pour pouvoir aller l'appliquer, ce principe d'explosivité, puissance, vitesse. Là, je veux dire, même les gars, tu sais, nos trainings de hockey vont commencer dans pas long ici, puis oui, on va en faire de l'haltéro, mais comme clairement, j'ai des plus jeunes qui sont peut-être pas capables, mais là, ça va être un medicine ball. Tu sais, un medicine ball toss qui est de dos. Tu as le ballon puis tu veux le lancer le plus loin possible, donc avec le plus de force / puissance, mais c'est quoi? C'est une extension encore là de la hanche puis du genou. Extensionné pour avoir plus de puissance. Fait si tu comprends c'est quoi le mouvement, comme de où ça part, qu'est-ce que ça prend pour appliquer ce principe-là. Après ça, sky's the limit, là, utilise ton cerveau puis reste prudent et intelligent dans ta démarche puis go, il n'y a rien. C'est pour ça que la beauté de l'entraînement, parce que tu as toujours des nouveaux principes, je vais dire des nouveaux principes, mais des nouvelles méthodes qui sortent. Des nouvelles techniques qu'on va voir. Est-ce que le meilleur outil, là, c'est de regarder les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toujours bon? Non. Il y en a, tu fais comme wow, t'aurais peut-être pas été obligé de mettre autant d'élastique,
Mais il y a plein de méthodes, là, tout le monde y ont essayé, puis des fois, tu fais comme « Hey, j'avais pas pensé à ça. » Tu sais, ça m'applique exactement le principe que je veux faire d'explosivité, de vitesse, de puissance, de force. Hey, good, je l'essaye, tu sais. C'est ça qui est le fun de ça. Ben oui. On est une communauté où on se partage les techniques et les nouvelles méthodes et les principes, des choses comme ça pour apprendre. Au final, on essaie de se créer un gros buffer dans le gym pour que quand on sort du gym, si tu fais des rotations et des flexions de la hanche en même temps, ben ton buffer est tellement gros que tu as construit dans le gym que tu as très peu de risque de te blesser. Tu sais, c'est pour ça aussi. Fait qu'avec toutes les variantes qu'on a, justement, prendre les sacs de sable, les amener nos épaules, whatever, c'est la même chose. Alors, on peut dire que tout le monde peut en faire, en fait, de l'haltéro. Il n'y a pas de limite en tant que tel. Oui, non. En fait, tout le monde en fait sans le savoir. Aussi, ouais, Dans leur vie, ouais. tu sais. Rien qu'arriver en hiver, tu veux déneiger ton garage, t'as une Cette pelle. affaire, ouais. Fait que, tu sais, on en fait déjà, là. Mais si tu peux l'apprendre et en plus de ça, avec une méthode d'entraînement des coachs qui savent ce qu'ils disent devant toi et qui vont réussir à te guider au travers de ton entraînement, tu construis des gains sur ta forme physique, tu vas pouvoir faire ce que tu fais à l'extérieur à un maximum. Vous jouez au golf, évidemment que dans le golf, il y a énormément de core qui est impliqué là-dedans. Fait que, à un moment donné, si le core n'est pas coordonné et fort, ben, la pratique du golf, tu peux faire autant de pratiques que tu veux, ça va être difficile de le faire, tu sais. Fait que c'est des gains qui nous permettent de vivre une belle vie plus longtemps. Exact. Pas obligé de lever l'eau à chaque fois, là. Mais non. Non. Juste de... De loin, on n'a pas besoin de vélo. C'est de lever avec une intention en arrière. C'est ça. Que ce soit une intention de vitesse, une intention de force, une intention de technique. Le but, c'est de respecter le stimuli au bout de la ligne. Puis, comment qu'on fait en tant que coach pour nécessairement si on veut, tu parlais de PVC tantôt, on veut l'intégrer à un programme ou tu sais, le montrer à quelqu'un, c'est quand qu'on sait que cette personne-là peut en faire? Du weightlifting? Ouais. Tout de suite. Bonne question, hein? Moi, ouais, comme tu dis, c'est comme tout de suite. Là, Quand on commence les intros ici, juste ça, là, les intros sont faites justement pour enseigner le weightlifting. Et généralement, moi, j'ai eu ça dernièrement avec une jeune fille qui me dit « Est-ce que je vais faire de la gymnastique? » Je dis « Oh, oui, mais ça va aller vite. » D'apprendre la gymnastique, ça a été plus ou moins vite, mais elle a appris le weightlifting. On a passé 3 heures sur les 4 heures sur weightlifting pour qu'elle soit à l'aise là-dedans. Puis quand elle a maîtrisé le plus lourd qu'elle a pris, c'est une barre vide. Elle a fait PVC et barre vide. Et elle a très, très vite compris que c'était suffisant. Par contre, après ça, on a quand même regardé les mouvements de gymnastique, mais parce qu'elle avait compris le weightlifting, la gymnastique, ça a été facile. Là. Maintenant, c'est sûr qu'il faut toujours maîtriser la gymnastique avant le weightlifting, mais lorsqu'on parle d'enseignement de technique, si on ne touche pas de charge, le weightlifting, n'importe qui pourrait le faire. Tu sais, moi, j'ai une anecdote, je vais chez mes parents, et puis je vois mon père qui est occupé à planter des fleurs, et je vois avec son dos rond, je fais, n'oubliez pas, on va essayer de changer un petit peu la technique pour éviter que tu aies mal au dos à la fin de la journée. Là. À 70 ans, ça vaut la peine de lui montrer un petit peu. Et puis lui, s'il a une notion, pas parfaite, mais suffisante, sa vie dans son jardin, à planter ses fleurs, exact. Mais moi, je pense pas, c'est plus... Ta question, je la poserais plus, c'est quand est-ce que tu peux mettre du poids? Quand est-ce que tu peux charger plus que quand est-ce que tu peux commencer? Dans le sens que moi qui dit, tu peux commencer n'importe quand. Avec un PVC, le risque de blessure est à 0.00001, mettons. On va dire qu'il y a un certain risque. Il y a un certain risque, oui. J'ai déjà quelqu'un qui s'est fait mal dessus. Oui, c'est ça. Mais il y a un risque en faisant tout. Là. Je veux dire, je vais marcher, je peux me faire mal. Le risque, c'est de piler dessus et de fouler la cheville. Il y a un risque à tout. Fait que c'est pas tant de quand est-ce c'est le bon moment d'apprendre, c'est plus c'est quand est-ce que c'est le bon moment de rajouter de la charge. Ouais. C'est rendu là où est-ce que notre job en tant qu'entraîneur devient plus important à dire non, t'es pas rendu là. T'es pas rendu encore à mettre de la charge, il y a une raison. Et il y a des composantes que t'as pas encore bien appris pour pouvoir bien l'appliquer puis garder ton risque de blessure au plus minimum possible. Parce que comme on dit, il va toujours en avoir un. Il y en a un le matin quand tu mets ton pied en dehors de ton lit. À partir du moment que tu as fait ça, il y a un risque que tu te blesses. Peu importe c'est quoi qui va arriver dans le reste de la journée, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, l'haltéro, c'est le même principe. Tant aussi longtemps que ton risque ne reste pas le plus minimum possible, tu rajoutes pas de poids. Ça donne rien. C'est quoi les critères pour vous autres pour dire OK, go, tu peux rajouter du poids? Le dos.
Moi, c'est Ouais, la le- posture du dos à la base. Là. Ben, c'est les, entre guillemets, si on parle un peu de théorie, là, les composantes communes des mouvements fonctionnels, là, entre guillemets, voir si le dos est bien placé, Ouais. si on a des amplitudes de mouvement complètes, si on a un bon équilibre par rapport à la hanche, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver, par exemple, dans le Level 1 de CrossFit, qui est disponible pour tout le monde, évidemment. Ouais. Mais si on peut voir ça, en fait, le rôle d'un coach, je trouve, c'est que parfois, la personne a l'impression de déjà bien bouger, mais toi, grâce à ton œil qui s'est fait, tu vois les choses qui pourraient arriver. Tu dis, OK, là, je te vois plus tard créer une erreur si j'augmente la charge. Et c'est de parfois savoir anticiper ça. Donc, de distinguer, c'est quand que la technique est suffisamment bonne pour augmenter l'intensité et l'intensité de l'utiliser pour justement tenter de maîtriser la technique et de jouer avec ces deux boutons de volume-là. C'est plus complexe un petit peu, mais c'est un petit peu comme lorsqu'on regarde des butterfly pull-up, puis tu vois la personne que son grip qui commence à changer. La personne a probablement la capacité et la force de continuer pour un pull-up en plus, mais on voit que sa main est ici. Là, tu anticipes qu'il y a potentiellement un risque de blessure, il peut tomber du rig. C'est la même chose avec le snatch. Là, tu imagines que l'arraché, la personne réceptionne, tu vois l'épaule bouger un tout petit peu à la réception et se dire, OK, c'est un PR, je vais y aller, je vais continuer. Puis, tu sais, comme on appelle ça, être à la poursuite des PR, là, c'est en weightlifting, c'est un petit peu comme au poker, il faut savoir quand se retirer. Ouais. Sinon, tu perds tout. Ah oui. Ouais. J'aime bien ça, tu sais, souvent, puis ça que j'explique aux gens en intro aussi, c'est que, tu sais, moi, mes priorités, c'est la technique. Tu vois, technique bien maîtrisée, OK, tu es capable de répéter la même technique à plus haute vitesse. Si tu es capable de garder la même vitesse, puis la même technique à plus haute vitesse, là, après ça, tu peux augmenter le poids, en fait. Ouais. Selon moi, dans le sens que, OK, parfait, fais-moi en 10 répétitions, identiques, vite. Ah, puis si à partir de la rep 2, ça change. T'es pas prêt. Généralement, quand on augmente la vitesse, c'est là qu'on voit les erreurs. Ouais, exact. C'est la même chose qu'apprendre à conduire une voiture. T'es à l'aise dans le stationnement, mais si tu vas sur l'autoroute, tu vois que t'as pas tout à fait la pratique, ça n'ira pas là, dès que la vitesse augmente. Non, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est un peu ça, tu sais, technique, après ça, j'augmente la vitesse, après ça, hey, parfait, je suis capable de maîtriser. Après ça, je slack, je peux mettre ça en termes de... Je peux augmenter, en fait, les charges. Puis si on prend l'haltéro dans un workout, qu'est-ce qui fait qu'elle fait comme, hey, cette personne-là, justement, elle peut aller plus vite, elle peut aller moins vite? C'est quoi un peu les... Mettons les erreurs. On va y aller comme ça, les erreurs. Qu'est-ce qu'on voit dans les cours, puis les gens font comme, ah, moi, aujourd'hui, je mets 95 livres sur la barre, là, mais j'ai 10 hang power snatch à faire. Oh, ça va être... Puis là, je fais comme, nous, comment qu'on va porter attention à cette personne-là, puis comment qu'on peut dire, hey, oui, c'est un bon poids ou non, c'est pas un bon poids pour toi. T'sais. Avant que ça commence, Avant que ça commence. Si avant, on dit, OK, parfait, c'est là, mais on va le dire en connaissance de coach, je dirais. Mais on connaît quand même pas mal tout le monde, on sait déjà, c'est comme, oui, tu peux y aller, oui ou non. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qui a plus ou moins d'expérience, comment qu'on approche ce membre-là pour lui dire, hey, oui, tu vas avoir plusieurs profils de personnes. Par exemple, si le workout, c'est 5 rounds avec 10 répétitions, comme tu dis, par round, il faut savoir analyser la capacité de la personne. Donc, par exemple, on a la capacité puis la stratégie dans le workout. La capacité, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire là. Est-ce que tu es capable d'en faire 5, 10, 15? Si c'est 10 répétitions, qu'il y a 5 rounds de 10, moi, j'aimerais que tu sois capable, la capacité d'en faire plus que 15 d'un coup. Maintenant, ta stratégie, ce sera si tu veux déposer ta barre après avoir fait 6 répétitions pour faire un 6-4, par exemple, c'est parce qu'un autre mouvement serait un autre mouvement, comme le toes to bar, qui serait aussi un tirage de gymnastique qui va fatiguer ton grip. Et donc, c'est de pouvoir analyser la capacité de la personne par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce qu'elle est capable de faire en tant que conditionnement et en tant que maîtrise de la technique, comparé à la stratégie du workout pour dire « je gagne ». Et éviter surtout en gymnastique d'aller jusqu'à l'échec musculaire, puisque reprendre ça après, c'est comme... Bon, c'est fait. C'est cuit. Oui, ça fait... C'est ça. Puis, tu sais, les gens construisent rapidement des buffers, surtout quand on s'entraîne souvent. Tu sais, le fitness se développe vite dans le gym. Là. C'est sûr que c'est pas les gains en fitness arrivent vite dans ce qu'on fait. Et parfois, oublie. Fait que
se permettent de lâcher un peu la technique. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont dans l'entraînement. À ce moment-là, ils disent non, attends un peu, ralentis, on veut quand même qu'il y ait une maîtrise de technique. Ça, ce sera à la compétition que tu iras chercher ton borderline pas bon. Là, comme on a vu il y a quelques années aux Regionals, ils ont mis le workout Randy, qui était 75 power snatch, à 75 livres pour les hommes, 55 pour les filles. Man, Sam Briggs, en Europe, le dos était comme le chat d'Halloween, là. Mais en même temps, elle, en compétition, c'est le chemin le plus rapide pour qu'elle gagne. Fait que c'est ça, là, comme on a vu aussi online, Tia Claire qui fait front squat 3 reps max, les genoux se clapaient ensemble. Mais c'est parce qu'elle avait créé un buffer dans le gym où elle ne se permet pas de faire ça dans le gym pour qu'en compétition, si elle fait ça, elle casse pas. Ouais, exact. Mais les gens, en voyant ça, ils vont peut-être associer en disant « Ah, c'est correct de le faire parce qu'elle l'a fait. » Non, attends, c'est un test. À l'entraînement, je pense pas qu'à l'entraînement, il y a beaucoup de Formule 1 qui pètent le moteur. Là, ils se testent. Et on ralentit, on pratique, on regarde un peu progressivement. Ouais. C'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant ici, dans le sens qu'on les voit, puis je pense que moi, personnellement, c'est ça une priorité aussi, c'est toujours avoir une forme A1 le plus possible, t'sais. Même avec la fatigue, je vais être capable de garder la même forme tout le temps, le même mouvement, sinon ça scrape un peu, tu vas juste scraper ton entraînement en tant que tel. Ah, c'est plus, parce que ça devient plus de l'entraînement rendu là. C'est la survie. C'est de la survie, ouais, exact. C'est de la survie, puis je veux dire, qu'est-ce que ton corps va faire? Il va associer le mouvement que tu as fait sous, on va dire, extrême fatigue. Lui, il va enregistrer le pattern de mouvement que tu viens de faire. Puis là, quand tu vas réarriver à la même charge, le corps, ce qu'il va faire, lui, mémoire musculaire, il va se replacer de la même manière que tu t'es placé quand tu étais dans l'extrême fatigue. Blessure, pouf, les gens de blessure, ils explosent. Fait que c'est difficile. Honnêtement, là, je pense que c'est l'aspect le plus difficile qu'on a à faire comprendre aux gens. Et donc, c'est pas que c'est compliqué à expliquer ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus compliqué de faire comprendre à la personne en face de toi la raison du pourquoi on veut pas qu'il se rende jusque-là. Ouais. C'est la raison du pourquoi je vais te dire, mets moins lourd, fais moins de reps, quoi que ce soit. Je pense que c'est beaucoup le principe d'ego qu'on a déjà parlé dans un podcast auparavant. Il faut qu'on soit capable de dire, quand tu traverses ta porte, laisse-la dehors, ton ego le rentre, viens faire les choses, puis tu viens ici parce que tu nous fais confiance. Fais confiance au coach qui est en avant de toi. T'sais, il fait pas ça pour te ridiculiser, il fait pas ça parce que il veut te faire passer pour un moins que rien ou quoi que ce soit. Il fait ça parce que, de un, il tient à ta santé, de deux, il tient à ton développement, puis de trois, il tient à ta réussite. À long terme, tu sais, Mike, tu l'as dit tantôt, la plupart du temps, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est on voit de quoi, puis je te vois bouger là, mais c'est parce que je sais que dans tant de temps, et si tu continues comme ça, il va arriver ça. Ça bougera plus pareil. Exact. Fait que tu sais, c'est ça le plus tough, moi, je trouve, en tant que coach, c'est souvent ça, à réussir à faire comprendre. Et non à faire comprendre, c'est de réussir à faire comprendre, parce que de l'expliquer, je pense qu'on est tout capable de le faire, c'est à un moment donné, c'est juste de capable d'utiliser les bons termes avec les différentes personnes selon leurs différents objectifs au bout de la ligne. Puis au bout de la ligne, on fait tout ça pour notre bien. C'est tout aussi niaiseux que quand ta mère, elle te disait « mange pas ça » ou « fais pas ça » quand t'étais kid. Ta mère, elle disait pas ça pour t'écœurer ou pour être méchante avec toi. Non, elle le faisait parce que elle savait pour ton bien, c'était pas correct à faire. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je remercie ma mère parce que des fois, elle m'avait dit des choses, je fais comme merci maman parce que oui, tu avais raison quand j'avais 12 ans, puis je me suis ostiné, mais j'aurais pas dû. Tu sais, je pense que pour les membres et pour ceux qui s'entraînent, on devrait aller chercher. Nous, on essaie de le faire ici, on met des choses en place pour que ça arrive, mais les membres, il faudrait qu'ils soient fiers, pas juste des charges qu'ils utilisent, mais de la forme qu'ils font les trainings, vraiment plus. Il y a beaucoup de fierté à aller chercher ça. Puis sur le long terme, c'est ça qui va te faire gagner encore plus que de dire j'ai mis 10 livres de plus que la semaine dernière pour le même mouvement, mais ma forme était dégueu, tu sais. Ouais. Fait que ça, nous aussi, en termes de coach, on a un job aussi à faire sur ça, mais je pense que d'associer un sentiment de fierté sur hey, j'ai fait toutes mes hang power snatch très sharp aujourd'hui, j'ai pas senti que j'étais comme sketch sur aucune rep, ben hey, ça, c'est encore plus chapeau parce que c'est ça qui va être sur le long terme le plus bénéfique pour toi en tant que membre et en tant que personne qui s'entraîne. Très d'accord. Fait que renforçons la fierté sur les belles formes de mouvement. La qualité de mouvement. La qualité de mouvement,
ça vaut la peine de prendre le temps, en fait, d'y arriver, puis après ça, de garder, puis... Puis c'est beau avoir quelqu'un qui bouge bien, tu sais, qui prend le soin de bien bouger. C'est beau. Donc, après ça, d'augmenter l'intensité là-dessus, c'est encore mieux. Exact. C'est encore mieux. C'est l'un dans l'autre. C'est les deux choses qu'on a besoin, la technique et l'intensité là-dedans. Mais dans le weightlifting, les débutants vont avoir tendance à encore plus écouter le coach parce que c'est l'inconnu pour eux. Ceux qui sont plus avancés, généralement les compétiteurs, il faut une approche encore différente. C'est-à-dire que c'est pas facile parce que là, ils vont à pleine vitesse. Fait que tu dois tenter de le ralentir ou de lui jeter un conseil que tu dois avoir cette connexion avec l'athlète pour qu'il puisse lui comprendre à la vitesse où il va. Il faut qu'il comprenne tout de suite c'est quoi. Fait que la partie enseignement au départ, elle est plus qu'importante. Fait qu'on faisait des squats, j'avais programmé des squats cette semaine. Et je me souviens, je pense que c'était avec Caro et Catherine Rindeau. On parlait de ne pas avoir le poids trop sur les orteils. Fait que, je lui dis, OK, on va lever les orteils. C'est comme si tu avais les pieds sur des œufs. Tu vas essayer de ne pas craquer les œufs. Puis en même temps, on va voir la cage thoracique et puis la hanche, c'est comme 2 bols de céréales. Je ne veux pas qu'ils bougent. Je fais un petit exemple comme ça, ça fait sourire le monde. Puis à un moment donné, Catherine, je pense, était enseignante dans le spécialisé. Elle dit, OK, mais là, ce que tu fais, c'est des images. C'est donner des petites images. Fait que quand Caro y allait, elle était avec une grosse charge dessus. Je dis, hey, bol de céréales. Elle fait, OK, ça voulait dire le core, parce que l'enseignement au départ. Fait que quand tu as les athlètes plus avancés qui viennent souvent, pour qu'ils écoutent le coach, il faut que ce soit comme, OK, regarde, je suis avec toi pour te faire évoluer. Exact. C'est pas facile, par exemple. Non. C'est pas facile. Je pense que ça, c'est l'aspect compétitif. Il y a faire un parallèle au golf là, hier. Là. Je veux dire, on joue avec Pierre-Carl. Pierre-Carl, c'est le pro de la gang. Là. Puis moi, mon aspect compétitif fait que je vais être à son niveau tout de suite. Pierre-Carl, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'il joue au golf. Là. Moi, jouer comme qu'il joue, ça va m'en prendre 10 encore. Là. Je comprends le pattern du mouvement. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que je me place, puis OK, c'est à moi de frapper, check-moi bien, même 300 verges. Ouais, la colonne fait comme non. Puis j'ai fait 10 verges en avant. Fait que, c'est tout ça aussi, là, c'est l'aspect compétitif est bon, mais c'est le point qui va te nuire le plus si tu le contrôles pas bien. Le mieux, la virtuosité. Oui. La virtuosité, c'est la rencontre parfaite entre la technique et l'intensité. Exact. C'est vraiment là, c'est faire le uncommonly well. En français, c'est comme faire ce qui est commun, qui paraît commun, le plus parfaitement possible. Tu regardes un violoniste qui joue, tu dis, mais c'est tellement magnifique, ça a l'air tellement facile. Moi, quelqu'un qui joue au piano, mais les heures de pratique derrière ça, c'est énorme. C'est la même chose dans notre méthode d'entraînement. Comme une fois, on se le fait dire, hein? Ça a l'air tellement facile quand tu le fais à toi. Moi, ça fait 15 ans que je le fais. Je fais ça, exact. Même principe, ça a l'air tellement simple quand tu le fais. Ouais, mais c'est ça. Il y a du travail en arrière. Il y a des heures en banque pour se rendre là. Fait que d'avoir une approche virtuose. Tu viens ici, c'est pas comme tout défoncer. Non, il est virtuose. Tu viens ici pour tout maîtriser. Exact. Après ça, tu vas comme, là, ça va être facile, faire les squats, faire ci, faire ça. Sauf les éco-bikes. Non, ça, il y a des affaires que là, ça, tu fais. Non, tu veux juste pas. Tu veux pas le maîtriser. Ben, tu veux le défoncer puis t'en aller au plus vite. Ben, tu vas être capable de l'adapter puis faire comme. C'est comme les burpees, en fait. Il n'y aura jamais un jour où tu vas aimer les burpees. Tu vas avoir un jour où ça va juste plus te déranger. Ouais, exact. Parfaitement. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être comme, yes, les burpees. Ça, c'est mon move. Il y a 2 personnes peut-être dans le monde qui aiment ça. Ça, c'est mon move. Non, c'est comme, non, ça me dérange juste plus d'en faire. Mais c'est ça. Fait que l'haltérophilie, c'est la virtuosité et comment on dit l'autre aussi, la patience. Et, le processus. Exactement, en plein ça. Question plus drôle, drôle / pas drôle, anecdote en haltérophilie, mettons. Qui m'est arrivé à nous, là, dans le fond, personnellement? Ouais, personnellement. Là, racontez-moi des histoires. Là. Tu sais, mettons, je vais commencer avec la mienne. OK? Parce que, tu sais, on n'est pas parfait. Là, nous autres, on va beau être des virtuoses, mais des fois, on pousse un peu la machine. Tu sais. J'allais, je pense que t'étais-tu là, Mike? Au séminaire à John North, au DECA.
Ah oui, non, j'étais pas là. J'aurais bien C'est voulu. back, ouais, ça Ouais. fait quand même un petit bout de temps, là, mais John North. c'est ça, ouais. Ouais. John North, California Strength. California Strength, un gars d'haltérophilie, Attitude Nation. Tu sais, ça s'appelait en fait dans le temps. Fait que, tu sais, c'était un séminaire, une journée, tu sais, clean and jerk, snatch, puis tu sais, il apprend, tu sais, il nous montre un peu sa philosophie, comment il lève les barres, fait que là, on essaye, tu sais, puis là, puis à la fin de la journée, on essaye comme, OK, on lève des poids, là, on lève des poids, tu sais. C'était pas nécessairement une journée de compétition, c'est juste, OK, on essaie des nouvelles techniques, on est le plus lourd qu'on veut, tu sais. Mais c'était la seule fois où est-ce que j'avais fait le snatch, puis j'avais échappé comme la barre, mais sur moi, genre, tu sais, comme dans le cou, là, puis que tu plies un peu en deux, là, tu comme, genre, de même, puis là, ça te tire un peu la tête, là, tu fais comme, ah, ouais. Tu plies dans des zones que tu peux pas plier. C'est ça, là, ultimement, tu sais, j'avais quand même été chanceux, parce que j'ai peut-être un peu de raideur dans le cou le lendemain, là, je me rappelle pas, mais tu sais, ça m'avait pas si fait mal en tant que tel. J'ai eu un peu plus plan à l'orgueil, là, mais c'était comme une de mes deux pires. Là. Je pense que ma deuxième pire, c'était au début. J'étais avec Simon. On faisait des behind neck jerk. Fait que, dans le fond, des blocs en arrière de la tête. 1, rack. 2, le deuxième passe droit, je retiens la barre, l'épaule, là, ça fait un peu la... Celle-là, je l'avais ressenti un peu, l'épaule, là, c'est que, tu sais, c'est ça. Des fois, quand on pousse un peu la machine, là, ça peut quand même arriver à tout le monde, tu sais, c'est... bref, c'est... Vous autres, votre worst souvenir. Ouais, c'est un peu comme anecdote. Toi, moi, je me suis échappé à la base en tête. On était en compé. C'était du clean and jerk à 135. Je pense que c'était comme ma deuxième ou troisième compétition à vie. Puis on était en équipe de 3, puis on était comme placés de même. La barre était au centre, puis t'es en échange comme ça, puis l'autre il attend, puis à un moment donné, tu sais, on tournait. Puis je suis devant mon partenaire comme ça, puis tu sais, je drop d'en haut, puis à un moment donné, j'ai juste fait. Tu as droppé direct sur la tête. J'ai lâché le gars, puis j'ai juste fait ça, puis je regardais dans les yeux comme ça, j'ai fait. Bang! Tes dents claquées ensemble, hein? J'en ai aucune idée ce qui m'est arrivé. Mon partenaire me regarde en avant, il fait freeze. Je prends la notion peut-être comme 3-4 secondes. Je fais juste regarder ma juge, je fais comme, il en reste combien? Puis elle était comme là, arrête. Puis là, j'étais comme, Fait que, ça, c'est une. Puis j'ai eu mal après. Tu sais, comme sur le moment, t'es sur l'adrénaline, tu sens rien. Là. Mais je peux te dire, je me suis tassé après, j'ai fait. C'était pas ton truc Minnesota, ça? Non, ça c'était à Québec. Minnesota, c'était Andy Stanwalk qui était un peu rouge. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Sinon, je me suis déjà slappé dans la face. Tu sais, un clean que tu pars. Bang. Puis là, tu veux catcher, puis ta main elle glisse, là. Ma main elle glisse. Pouf! Et comme ça a juste fait. La barre elle tombe à terre, puis je faisais ça a été dans mes pires qui m'est arrivé. Tu sais, j'ai été chanceux, je me suis pas échappé de quoi dans le dos, mettons, ou quand même, mais celle-là, c'est la tête, là. Ouais, ça va faire mal. Tu étais haut, t'as les longs bras. Fait que ça, où j'ai pété un rig à Miami, involontairement. Ah oui, t'avais manqué ton overhead squat, t'avais essayé de raquer direct. Au Wallapalooza. Au Wallapalooza, 3 RM overhead squat, il y a comme 3 ans, si je me trompe pas. J'ai jerk tout, là, je pars 1, 2, puis sur le 3e, tu vois mon épaule partir, puis tu sais, c'était des racks. Des squats freestanding. Je pars, puis là, je suis de même, je remonte, puis je dis, hey, je vais la sauver. Puis là, je vois juste comme la rack s'en venir, puis je fais comme, oh fuck, non, je vais la déposer. Mais tu sais, quand j'arrive déplier, je suis plus haut que le squat rack. Là. Ouais. Et c'est les petits spots qu'il faut déposer. Là, moi, je suis juste comme ça, je pars, puis là, je dis, ok, je vais la mettre sur le top du rack, même pas dans le jail, là, sur le top, puis ça va y aller. Hey, man, tout part. Il était rendu comme ça, le squat rack. Après, ils ont été obligés de le sortir, d'en ramener un autre. J'étais comme, oh my god. Tu sais, j'étais comme le premier en avant de tout le monde. J'étais genre, non. Ouais, ça, c'est ma fait no rep. Ouais, no. Ah, puis le juge, là, il a pas bronché. Hein. Il était là, à la même place que Max. Puis là, la barre, elle s'était emmenée comme ça. Lui, il est resté à genoux. Il a pas passé la barre. Il a passé à ça de la face. J'étais comme, oh my god. J'ai failli le tuer. Ouais, ça, c'est un bon running guy qui me suit encore aujourd'hui. C'était drôle. C'était drôle. Façon de parler. Ouais, c'était drôle. Expérience. Ouais, expérience. Non, moi, j'ai eu un peu la même chose que toi. Manquer un snatch, le coup de lâche. Enfin, tu sais, comme j'ai pas la force de tenir cette barre et je suis comme, mais quand t'es dans le fond du squat, t'as pas beaucoup de chemin pour te retirer. Fait que là, mon front, bang, direct au sol. Bon.
Malheureusement, il n'y a pas eu plus de bobos que ça. Sinon, des anecdotes. Là, j'ai déjà eu les Heavy Days qu'on programmait à YUL. Puis là, tu sais, comme on avait un squat rack où c'est comme... Il y avait 3 rings dans le gym avant. Et il y avait comme... Tout le monde était là. Une bonne grosse classe de comme 18 personnes. T'imagines, tous les squat racks sont pris. Puis ça soulève lourd en back squat. Puis la session se termine. On était proche du 400 livres pour proche de 3-4 répétitions chez... Bref, tu peux imaginer les plaques dessus. Puis OK, guys, on va décharger, on va faire un petit cool down, on va travailler sur le core. Puis là, il y a un des nouveaux, il arrive, il prend les 4 plaques. Il tire les 4 plaques. La barre est partie en catapulte. Heureusement qu'il n'y avait personne à côté, parce que là, tu te dis, mais qu'est-ce que... Tu sais, le ring a shaké, tout est tombé, l'autre barre à côté est tombé, un domino, un truc de fou. Là. Mais ça, c'est pour être prudent, parce que tu peux vraiment blesser quelqu'un gravement. Ouais. Tu peux tuer quelqu'un? Écoute, c'est de l'acier, hein, tu te ramasses, ouais. Sinon, sur une note positive, moi, j'aimais bien, dans toutes les compétitions, le lift, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime aller chercher. J'ai un peu moins de cardio que de lifting, mettons, t'sais. Fait que la stratégie de cacher la petite plaque de 1 livre, quand tu arrives, pour que le compétiteur, il regarde, il voit les couleurs, mais il voit pas la petite en dedans. Il voit pas la petite en dedans. Et puis on en a vu à la Bro-Off ce week-end. Des gamins qui faisaient ça. C'est des gamins, pas les adultes là, dans la team. C'était hot à voir. Tu dis, pourquoi il a mis ça la petite en premier? C'est une stratégie, tais-toi. Mais c'est cool. Ça t'arrive. Il faut pas avoir peur de ne pas se blesser. Ça, c'est sûr et certain qu'on va se blesser. Dès que tu te lèves de ton sofa, tu as 100% de chance de te faire mal. Si tu restes sur ton sofa, tu as 100% de chance de te pogner une maladie chronique. Fait que choisis un peu. On rappelle, technique, vitesse, charge. Exact. Après ça, tu pourras... Puis l'autre, qu'est-ce que je trouve cool aussi, tu sais, puis on en reparlait avec Mike la semaine passée, mais tu sais, l'évolution, en fait, c'est de l'haltérophilie dans l'entraînement fonctionnel, dans le CrossFit, là. Tu sais, en 2009, là, faire un arraché à 135 livres, là, c'était un exploit, là. Parce que les techniques de coaching étaient moins, là, t'en faisais un petit peu moins dans les cours, tu sais, il y avait moins de trucs, mais c'était un exploit, là. Avant d'être capable de faire des cleans à 225, là, qui est comme un simili standard aujourd'hui, là, tu sais, c'est... Star, ils mettent Isabelle à 2,25. C'est ça, mais avant, tu sais, c'était ça, c'était the shit, là. Tu sais, c'était comme, hey, tu cleans 2 plaques, man. Ça, c'est comme, c'était lourd. T'étais un king, là. Ouais. Le snatch, c'était pareil. Le snatch, tu faisais les premiers qui snatchaient 2 plaques, là, tu faisais comme, hey, OK, lui, il en a déjà fait avant, ou quelque chose, là, mais, tu sais, ça, on revient, tu sais, 2010-11, là. Tu sais, justement, dans la première compétition avec Gustave Simon, faire le bear complex, là. Tu sais, tu faisais un clean, un front squat, un jerk. Après ça, tu faisais un back squat, tu faisais un jerk, je sais pas, peu importe, là. Mais tu sais, les gars, ils faisaient 175, 185. Il n'y avait pas personne qui avait fait genre 300, là. Il l'a eu à Bro-Off la fin de semaine passée. Oui. Le bear complex. Puis les gars, il fait comme tu dis, là. Moi, j'en connais un, là. Mon partenaire qui était à Miami, là. Fait 300, là. Ah, je l'ai vu aller, là, j'étais là. Il l'a sur vidéo, j'étais là. What the fuck, man? J'ai dit. Sur un terrain de soccer. Ah ouais, sur du turf. Sur du turf. Tu fais comme aïe. Ah non, faut que tu sois confiant, mais je parlais, tu sais, l'évolution en tant que telle a vraiment aussi aidé à on veut que les gens aiment ça. Les gens ils voient comme une amélioration rapide aussi, tout ça, puis c'est quand même cool de voir l'évolution, puis de où ça a parti. Puis, je veux pas aussi, je pense que le sport d'haltérophilie a été, si on veut, gratifié, mais a été aidé beaucoup par le CrossFit, l'entraînement fonctionnel, pour avoir aussi plus d'adhérents. L'amélioration, puis tu sais, il y en a pas mal d'athlètes de CrossFit qui sont devenus haltérophiles, tu sais. C'est ça, ou qui prennent juste ça comme deuxième, je vais dire carrière, mais comme deuxième sport. Toumi, elle a été aux Olympiques à Rio, en haltérophilie. C'est la même année qu'elle a gagné, je pense que c'est la première année qu'elle a gagné les Games, puis après ça, elle a été aux Olympiques, ça se peut-tu? Je me souviens pas exactement. Il y a ça, il y a Laura Horvat, qui fait les championnats européens à chaque année. Willie George, qui est fait à Star. C'est devenu de plus en plus commun pour les crossfitters de dire, mais hey, encore une fois, c'est quoi? Ils utilisent la méthode d'entraînement CrossFit, d'entraînement de fonctionnel. Ils font comme, j'ai un peu de tout, mais je veux me perfectionner. Fait que tu te diriges vers les experts de la chose. Quand tu deviens un athlète, ou est-ce que tu vas aller dans un sport, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te diriger vers les experts. Il y a très peu d'athlètes de
haut niveau que je connais. Puis le premier qui me vient en tête, je vais prendre Adler, qui vient de Montréal, qui est dans notre cours à nous. Mais il y a Caro, qui est sa coach overall de CrossFit. Mais il y a un coach spécifique pour son cardio. Je suis sûr qu'il y a un coach spécifique pour le weightlifting. Tu sais, quand ça devient un sport, il faut que tu te spécifies dans plusieurs choses. Ouais. Il faut que tu ailles chercher les experts là-dedans. Fait que c'est ça la beauté que CrossFit, ça te permet de toucher à tout. Puis là, comme tu dis, il y en a qui vont juste dire « Hey, j'ai découvert le weightlifting, je veux faire ça. » Cool, vas-y, c'est ça qui est malade. Tu sais, c'est ça qui est cool, je trouve, de cette méthodologie-là, c'est que ça t'ouvre plusieurs portes. Puis ça te donne accès à plusieurs choses que tu peux retransmettre dans différents... On reste des généralistes. Exact. On peut rediriger vers des spécialistes si besoin. Exact. Le champion, c'est le meilleur moyen. Hein? Le champion de CrossFit, c'est le meilleur moyen que j'aime dire. OK, le meilleur average dans tout. Ouais, exact. C'est pas... mais là, Ça, c'est le meilleur moyen. Non, il finissait ou non, le c'est meilleur pas sa moyen. phrase. C'est le meilleur moyen de quoi? Le meilleur moyen des moyens, dans le sens C'est le que- meilleur des moyens. qui est ça. L'average guy, dans le sens qu'il est pas... Oui, il peut être expert dans quelque chose, mais au bout de la ligne... Il excelle dans rien, mais il est bon dans tout. Exact. C'est C'est ça. ça. Merci d'avoir bien clarifié mon idée. C'est ça. Bon. Cool, ben hey, je pense qu'on a quand même fait le tour là, de l'altéro. beau Tu sais, sujet. je pense que c'est quand même c'est ça. On veut que c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Il y en a qui le font sans s'en rendre compte. Puis ici, ben, on le voit. Moi, je le fais faire avec les groupes de master. Ils en font des kettlebell deadlift. Hein, Ils sont bons en plus. des 4 reps à 140 avec les 2 kettlebells de 70. Là. Ils le font. Là. Ils sont Tout forts. fait, Là, c'est mais bon. voilà. Donc, merci les gars. C'est super cool encore. Puis voilà. On se dit à un prochain épisode. Absolument. Merci, Maurice. Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e épisode de l'usine podcast. Aujourd'hui, gros sujet en fait sur la nutrition, un sujet qui interpelle beaucoup de nos membres afin de savoir quoi manger, comment bien manger. Fait que c'est vraiment le sujet qu'on va discuter aujourd'hui dans ce podcast-là avec Mike et Marc. Donc, on va vous donner quelques trucs, quelques grandes lignes. C'est comment que nous, personnellement aussi, on aborde ce sujet-là, puis comment que dans nos vies personnelles, on met ça en place. Donc, c'est ce qui vous attend dans cet 4e épisode de l'usine podcast. Donc, bonne écoute.